France Inter. Dans le tumulte de la Révolution française. Ça ira. Silence, citoyens, j'entends la tribune. 9e épisode. En 1793, Danton, député montagnard, est de tous les combats de la Révolution. Mais la terreur se retournera contre lui. Paris, 5 avril 1794, sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, où a été dressée la guillotine, Georges Danton, 34 ans, monte le dernier à l'échafaud, déjà inondé du sang des autres condamnés exécutés avant lui. Le colosse, réputé pour ses harangues et sa voix de stentor, se tourne alors vers le bourreau et s'exclame « N'oublie pas surtout, n'oublie pas de montrer ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». Mais comment en est-on arrivé là, se demande sans doute la foule silencieuse en voyant tomber la tête de Danton. Ce tribun aimé du peuple qui depuis 1789 a été de toutes les étapes glorieuses de la Révolution, jusqu'au dernier jour, il n'a pas cru qu'il serait condamné à mort. Ils n'oseront pas, disait-il. Et pourtant si, ils ont osé. Ils, les hommes du comité de salut public, mais surtout à leur tête, Robespierre, l'ami de Danton qu'il avait pourtant juré d'aimer jusqu'à la mort. Depuis plus de 2 siècles, la figure de Danton ne cesse de fasciner et de diviser. Qui était-il vraiment ? Un politicien vénal et sans scrupules, capable de trahir la Révolution, ou au contraire, un ardent démocrate et authentique patriote ? France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Guillaume Mazot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française, maître de conférences à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans un article paru il y a quelques années dans la revue L'Histoire, vous écriviez du duel Danton-Robespierre, un duel ancien. C'était Danton qui, à la fin du XXe siècle, était sorti gagnant. Alors, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, il est possible enfin de parler de Danton et de Robespierre de manière passionnante, j'espère, mais aussi apaisée ? Oui, sans doute. En tout cas, on y travaille. Pendant très longtemps, ça a été très difficile d'extraire ces figures que sont Danton et Robespierre de leur contexte, de la terreur, de toutes les images finalement assez caricaturales et figées qu'on faisait de la Révolution, de la terreur. Et ils incarnaient un petit peu justement des valeurs morales, en fait, ces personnages-là. Dans le camp des montagnards, c'est-à-dire un grand groupe de députés qui emportait la majorité, on va dire ça comme ça, à la Convention nationale. Dont ils faisaient partie tous les deux. Dont ils faisaient partie tous les deux, oui, ainsi que du club des Jacobins. Ils incarnaient finalement des tendances un petit peu opposées, en tout cas différentes, surtout à partir de l'automne 93, sur la terreur justement. Est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on arrête la Révolution ? Est-ce qu'on fait une pause ? Est-ce que les violences politiques sont allées trop loin ? Et du coup, pendant 200 ans, c'est vrai que finalement, ils ont tous les deux incarné finalement des tendances politiques différentes et des manières différentes d'assumer l'héritage, ou non, de la terreur et même de la Révolution. Et Danton, c'est un homme qui, depuis 1789, s'est engagé dans la Révolution. Il a été de toutes les grandes étapes, on peut le dire. Il est reconnu par les Français comme étant un des héros de la Révolution française. Alors Danton, il fait partie aussi de cette grande histoire, finalement, des grands hommes de la Révolution. On a une sorte d'obsession un petit peu sur ces grandes figures, en oubliant aussi que la Révolution, évidemment, c'était des gens, la plupart du temps, anonymes ou peu connus, ordinaires. Et donc dans cette histoire très patriarcale, d'ailleurs, des grands hommes qui auraient un peu tiré les fils de la Révolution, Robespierre et Danton, peut-être, ils se taillent la part des lions. Et c'est vrai que Danton, il fait partie de ces gens qui, finalement, ont donné un visage. Alors, on enseignait à partir du Second Empire, sous la Troisième République, voilà, que c'était des figures en lesquelles on pouvait s'identifier, quelle que soit sa tendance, mais voilà, qui avaient finalement incarné la République. Alors, Danton, par rapport à d'autres, mais finalement, comme beaucoup de Français, il est devenu assez... il a été mis sur le devant de la scène assez tard, puisque c'est à l'été 92, c'est-à-dire au moment de la chute de la monarchie, le 10 août 1792, qui devient vraiment une figure nationale. Donc, paradoxalement, par rapport à Robespierre, c'est un peu plus tard.
même par rapport à Desmoulins, par exemple. Donc il devient ministre de la Justice en 1792, et il y a ce fameux discours à l'Assemblée, quand même c'est important, qu'il va prononcer donc le 2 septembre, où il appelle à s'unir parce qu'il y a des menaces, donc la menace à l'extérieur, donc la France est menacée. Il dit pour vaincre, il nous faut de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Bon, c'est au-delà des mots un peu connus, mais il y a quand même l'image chez Danton d'un homme qui réussit à haranguer, à réunir les hommes. Alors ça, c'est vraiment l'image de la guerre. C'est la statue qu'a faite Auguste Paris, qui a au métro Odéon à Paris, où on voit à la fois l'orateur, mais aussi justement l'homme fort, plein d'énergie. Physiquement aussi, c'est l'énergie un homme révolutionnaire. Puissant, oui. Voilà, c'est quelqu'un qui incarne par rapport à Robespierre peut-être, ou même par rapport à Marat, puisqu'il y avait un trio un peu fantasmatique d'ailleurs pendant la Révolution française par rapport à la Terreur. Par rapport à eux deux, il incarne vraiment l'énergie peut-être positive et c'est-à-dire de l'engagement révolutionnaire, et surtout quelqu'un qui a compris que la guerre et l'engagement dans la guerre déciderait de l'avenir de la Révolution. Et donc ce discours du 2 septembre, de l'audace, toujours de l'audace, oui, on est resté un peu là-dessus. Et à l'automne 1793, donc au moment où commence l'histoire que je vais raconter dans un instant, quelle est la situation de la France et celle de Danton particulièrement ? Alors, la situation de la France, c'est celle d'une guerre. C'est-à-dire que la France est quasiment envahie à plusieurs endroits par les armées étrangères, qui ne voient pas d'un bon œil cette République se radicaliser, en Europe. Et deuxièmement, c'est surtout une guerre civile. Faut pas oublier que donc les Français sont très divisés et que quelle que soit leur visibilité politique, etc., et leur mémoire, ces hommes-là, ils arrivent mal à gouverner et à décider de ce qui se fait dans le pays. Donc en fait, c'est pour ça que c'est aussi très dramatique et que ça inspire la fiction. C'est un combat de titans pour essayer aussi que la politique et que les décisions politiques aient un effet et une efficacité. Mais en réalité, c'est un combat permanent et tout est très fragile. Il y a aussi une grande rivalité d'hommes dans cette histoire. Oui, une rivalité politique en fait, de partis politiques qui essayent d'avoir justement des soutiens populaires en un temps très difficile. À l'automne 93, curieusement, Danton disparaît. Il se rend chez lui, en Champagne, dans sa ville d'Arcis-sur-Aube. Et c'est à son retour à Paris, le 20 novembre 1793, que notre histoire commence. Merci Guillaume Mazot. On reprend tout à l'heure cette discussion avec vous. Tout de suite, 1794, la chute de Danton. Un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Quel gâchis. Nous menons une révolution depuis 5 ans. Pour aboutir à quoi? Les magasins n'ont rien à vendre. Partout, des files d'attente. Les Girondins ont refusé la main que je leur tendais pour me perdre. Résultat, nous nous sommes jetés dans le sans-culottisme qui les a dévorés, qui nous dévorera tous, qui se dévorera lui-même. Et aujourd'hui, on me dit que Robespierre et les siens réunissent leurs efforts contre moi et mes amis. Je suis sous des hommes. Mais pas au point, Robespierre, de me laisser embrocher comme un perdreau. Le 20 novembre 1793, Georges Danton revient à Paris après plus d'un mois passé dans sa Champagne pouilleuse natale à se délivrer d'une maladie grave, comme il l'a écrit à la Convention. Révolté par les vagues d'exécutions qui touchent les modérés, le taureau de la Révolution revient dans la capitale. À la salle des machines où siège la Convention, dont il est un des élus les plus respectés, il retrouve son ami Camille Desmoulins. L'avocat et journaliste révolutionnaire de la première heure est convaincu que le comité de salut public, dominé par Robespierre, en a désormais après Danton et ses fidèles. Ah, Georges, enfin t'es de retour. Tes lettres m'ont montré ton affolement pendant mon absence. La situation à la Convention est pire qu'à ton départ. Je sais. Ce régime d'exception que j'ai moi-même fait adopter terrorise tout le monde. Ce n'est pas pour cela que nous nous sommes battus. Alors que comptes-tu faire? D'abord, te rassurer. Camille, tu es assez naïf pour croire que Robespierre peut tenter quelque chose contre moi? Contre nous? Notre demande d'amnistie pour les 200 000 suspects détenus dans les prisons du pays a provoqué la colère de tout le comité. Il faut dire que c'était bien audacieux. Mais indispensable. Robespierre est convaincu que la terreur est nécessaire. Il persuade chaque jour davantage de personnes qu'être contre sa politique, c'est avoir des visées contre-révolutionnaires.
Les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais c'est lui qui a peur. C'est pour cela qu'il s'abrite derrière son petit comité. Je hais les comités. Il sait très bien que tout Paris, tout le peuple est avec moi. M'attaquer, c'est avoir le peuple contre lui. Il prendrait le risque? Qui de nos amis est arrêté ou même inquiété? Bon, Fabre-d'Églantine et les soupçons de fraude financière autour de la Compagnie des Indes, c'est différent. Mais qui, à part ça? Réponds. Mais pourquoi es-tu revenu alors? Tu m'avais dit que... Que j'étais sous des hommes? Ces massacres de gens auxquels la Révolution devait tant, rien ni personne n'aurait pu les empêcher. Je suis fatigué. J'ai 34 ans et une épouse de 17 ans que je comble toutes les nuits. J'aurais pu rester à Arcia avec elle et mes enfants. Mais je suis là, Camille. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je crois à la liberté et à la justice. Et que ces massacres en sont l'opposé. Les rumeurs et les calomnies poussent comme du chien dent. Une seule, empoisonnée, et tout va très vite. Comme celle qui m'accusait d'avoir fui à Genève, Londres ou je ne sais où. C'est un poison, crois-moi. Que comptes-tu faire pour la liberté, pour la justice, comme tu dis? Je suis de retour à la Convention. Et elle m'écoutera. Tu prends la parole? Oui. Aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut préserver l'avenir. Viens avec moi. De retour de ma Champagne natale, j'ai un message court et fort pour la Convention. Mes amis, je demande l'économie du sang des hommes. Est-ce de davantage de têtes qui tombent les unes après les autres, parfois avec un empressement exagéré que nous avons besoin? J'ai toujours été aux côtés du peuple. Je l'écoute, je l'entends. Au milieu de la fureur vengeresse, le peuple ne s'écarte jamais de la justice. Il la veut. Proclamez-la en son nom. Décidez que cessent les persécutions contre les prêtres qui ne sont pas anti-révolutionnaires, mais le deviendraient si la révolution les punissait injustement. Cela, j'en suis certain, est partagé même au comité de salut public. Rien que d'entendre ce nom leur fait jouer des castagnettes avec leurs genoux. Je ne vise personne. Je demande l'économie du sang des hommes. En appelant à l'indulgence, Danton s'oppose aux révolutionnaires les plus radicaux menés par Jacques Hébert, le directeur du journal Le Père Duchesne. À la fin de son discours, Danton descend de la tribune et rejoint ses amis. Puis il rentre chez lui en longeant la Seine avec Camille, qui habite l'appartement situé au-dessus du sien, au numéro 20 de la cour du commerce, près du quartier latin. Devant la Convention, tantôt j'ai croisé le citoyen Morisset. Le juré du tribunal révolutionnaire? Tu sais ce qu'il m'a dit avec lassitude? Il venait d'envoyer 15 personnes à la guillotine et qu'il devrait faire le double demain. Regarde ce coucher de soleil rouge vif et son reflet sur la Seine. Elle coule du sang. C'est vrai qu'on a fait guillotiner un marchand de vin au motif qu'il avait vendu une infâme piquette? Plusieurs personnes me l'ont confirmé. Robespierre trouve ce climat satisfaisant. Ce serait une erreur de l'attaquer directement. Il a trop de pouvoir. Mais Georges, on ne peut pas le laisser faire. Tu as raison. C'est trop de sang versé. Reprends ta plume, écris et demande la clémence. Je te soutiendrai. Tu vois ma main? Tu sais comme elle est puissante. Oui, évitons un choc frontal avec Maximilien. Je vais créer un nouveau journal qui prendra comme cible Hébert et son père Duchesne, plein de fiel. Parfait. Ce fou d'Hébert surpasse encore Robespierre dans son goût pour la terreur. Robespierre a soutenu les hébertistes pour liquider les Girondins. Mais je vois bien que leur fanatisme l'exaspère. Leur haine de la religion le révulse, comme tu l'as dit tout à l'heure à la Convention. Quand nous serons débarrassés de ces furieux, nous pourrons attirer à nous les centristes indécis qui ne tolèrent la terreur que par la peur. Hébert a attaqué violemment Robespierre. Connaissant Maximilien, il va bientôt réagir. Et nous serons là pour l'aider. Il me craint et aimerait être débarrassé de moi.
D'une certaine façon, la mort de Marat nous a laissés face à face. Mais je compte sur son petit côté curé pour revenir à la raison. J'écrirai des propos flatteurs sur lui dans le journal. Sa vanité d'emperruqué n'y résistera pas. Le prophète de l'être suprême t'en sera reconnaissant. Il faudra être habile. Tu es le meilleur propagandiste qui soit, Camille. Avec tout ça, je n'ai même pas pris de nouvelles de Lucille. Vive et attentionnée comme il l'a toujours connu. Et toujours aussi amoureux, hein? La vie à trois avec notre petit Horace, c'est un vrai bonheur. C'est cela qui manque à Robespierre. L'amour d'une femme. L'amour de la vie. Je monte directement les rejoindre. Salut Louise et embrasse les enfants pour moi. Bien sûr. On fait comme on a dit, hein. Je prépare mes interventions à la Convention, et toi, écris tes premiers articles. À demain, Georges. À demain, Camille. Danton retrouve ses 2 enfants et sa femme Louise, qu'il a épousée il y a 6 mois, peu de temps après la mort en couche de sa première femme. Comment tu te sens? Heureux. Près de ma femme après une journée éprouvante. Enfin, tu aurais plus profité de moi si nous étions restés à Arcy. Ma Louise, si les choses pouvaient être aussi simples. Viens par là. Chut, chut. Les enfants sont couchés? Oui. Eux aussi d'ailleurs. Ils seraient mieux à Arcy. Arrête avec ça. Mais excuse-moi. Mais ici j'ai peur. Là-bas dans notre campagne, j'ai plus confiance. Nous vivons des temps agités, mais Paris a besoin de voir ma tête, ma laideur, qui leur fait peur à tous. Tu comprends que nous sommes revenus pour faire arrêter des massacres inutiles. Et les autres, ils peuvent pas s'en occuper. C'est toujours à toi de tout faire et en plus, il y en a qui t'en veulent. Ils m'en veulent pas. Ils veulent se débarrasser de moi. Et ne dis pas que tu es laid, ou alors tu me crois une idiote qui confond la laideur et la beauté. La nature m'a donné en partage un corps athlétique, la physionomie âpre de la liberté et des joues grêlées. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es Danton. Tu es Hercule. Hercule. Et je finirai à ton service comme il finit auprès de la reine Omphale. Tu m'obligeras à filer la laine, habillé en femme, et tu me prendras la peau de lion de Némée et ma massue. Qu'est-ce que tu racontes? On parlera de mythologie et de Sénèque plus tard. Pour le moment, j'honore ma femme. Dès son retour à la Convention, Danton mène l'opposition modérée et ce qui restera comme l'offensive des indulgents. Après sa dénonciation de la persécution religieuse, il déclare aux députés « Rappelons que si c'est avec la pique que l'on renverse, c'est avec le compas de la raison et du génie qu'on peut élever et consolider l'édifice de la société. » Camille Desmoulins donne une ampleur considérable à cette campagne avec la publication et l'immense succès, le 5 décembre 1793, du premier numéro du Vieux Cordelier. Suivant la stratégie mise au point avec Danton, le brillant pamphlétaire concentre ses attaques contre Hébert et ses exagérés et épargne le comité de salut public et Robespierre. Ce dernier, méfiant, demande quand même à lire les épreuves avant publication, donnant une occasion aux 2 anciens camarades de lycée de se retrouver. Comment ignorer que la liberté elle-même ne saurait se passer de cette idée d'un Dieu rémunérateur? Très bien, Camille. Tes critiques contre les excès d'Hébert ne peuvent que recueillir l'assentiment du comité. Je connais ta détestation de cette propagande contre la religion. C'est juste un prétexte pour des massacres que le peuple ne supporte plus. Oui, bien sûr. Mais ne te méprends pas. Il ne saurait être question pour le comité de se fourvoyer dans un modérantisme qui menacerait les acquis de la Révolution. Je défends les mêmes idées qu'en 89, tu le sais bien. Je poursuis les mêmes objectifs. Tu es un homme de grand talent. Mais tu es républicain par instinct, plus que par le jugement. Tu devrais choisir tes amis avec plus de soin. De quoi parles-tu? Chaque mot du Vieux Cordelier est de moi. Ne t'énerve pas.
Tu t'accordes très bien avec Danton, non? Tu l'as défendu toi-même aux Jacobins la semaine dernière. Il ne mérite que des éloges. Il a toujours servi la patrie avec zèle. Ton discours était superbe. Les hébertistes sont puissants, mais doivent comprendre qu'il y a des limites. C'est aussi vrai pour Danton. Il doit cesser de prôner la faiblesse. Tu admets toi-même que les exagérés vont trop loin, alors que tu les as appuyés en septembre. Tu insinuerais que je me suis trompé? Je n'ai fait que préserver la patrie de ses ennemis, qu'ils soient étrangers ou girondins. Et je recommencerai, pour le bien de tous. Je défends la patrie tout autant que toi. Ne sois pas si susceptible. C'est un signe de faiblesse. Tu connais mon affection pour toi. Je suis le parrain d'Horace. J'apprécie tes éloges du comité dans le Vieux Cordelier. Mais je les préférerais encore plus enthousiastes. Je ne comprends pas. Rejoins-nous, Camille. Pas uniquement par amitié, ni porté par le souvenir de nos jeunes années au lycée. Rapproche-toi du comité. Et éloigne-toi de certains autres. Tu le dis toi-même, je suis un piètre politique. Je ne suis que journaliste. Je suis content que tu apprécies ce que j'écris dans le Vieux Cordelier. Je dois partir. À bientôt, Maximilien. Embrasse Lucille et Horace pour moi. Quand je travaillerai moins, je les verrai plus souvent. Que l'être suprême t'entende. Alors, il a lu les épreuves? Il en pense quoi? Ça lui plaît. Tellement qu'il ne demandera pas à lire celle du numéro 3. Que tu m'as fait lire hier? Dans 7 jours exactement, je le publie. Quand il verra que l'admiration cède à la critique, attention, il changera d'attitude envers toi. Mais le succès du journal te protège. Il va comprendre que la voie de la clémence est la seule juste. Les députés centristes se rapprochent de toi? Quelques émissaires agissant soi-disant de leur propre chef, comme tu t'en doutes. Je les connais aussi bien que toi. Ils m'interrogent donc habilement sur mes intentions. Comme s'ils attendaient de savoir si le duel Danton-Robespierre aura bien lieu. Nous l'emporterons. Grâce à cette majorité qui se tait, nous mettrons fin à la terreur. Camille, pour cela, il nous faut du doigté. Du doigté et encore du doigté. Et la France est sauvée. Dans le numéro 3 du Vieux Cordelier, le 15 décembre 1793, Camille Desmoulins attaque violemment le gouvernement révolutionnaire. La terreur est le seul instrument des despotes. Elle est contraire à la raison et l'humanité du XVIIIe siècle. Robespierre ne réagit pas. 5 jours plus tard, dans le numéro 4, Desmoulins s'adresse directement à son ancien camarade de lycée. Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine. N'y eut-il jamais plus grande folie? Je suis certain au contraire que la liberté serait consolidée et l'Europe vaincue si vous aviez un comité de clémence. Oh Robespierre, mon vieux camarade de collège, toi dont la postérité relira les discours éloquents, c'est à toi que j'adresse ces paroles. Alors que la terreur et son lot d'arrestations et d'exécutions continuent, partisans et opposants s'affrontent au club des Jacobins et au club des Cordeliers comme à la Convention. Pendant ce temps, Danton agit en coulisses et début janvier 1794, il organise un dîner secret avec son ancien allié, l'incorruptible Robespierre. C'est évidemment sur mandat de Robespierre que chaque jour mes amis sont attaqués aux Jacobins. C'est habile de sa part. Il se rapproche désormais d'Hébert et de certains de ses exagérés pour nous neutraliser. Une faction scélérate. Voilà comme il nous nomme sans nous désigner. Il sait que face à lui, pour l'instant, nous sommes impuissants. Il faut donc qu'il se rallie à nous, ou qu'il fasse un faux pas. Ah, Maximilien. Je t'ai fait attendre, excuse-moi. Aucune importance puisque tu es là. Tiens, buvons à l'amitié et à notre entente. Tu ne bois pas ? Très peu, de manière générale. Bon. Assieds-toi, passons à table. Tiens, du turbo, je sais que tu l'aimes, et j'ai aussi pris quelques pâtés, de la perdrix, du canard. Délicieux. Tu
ne manges pas non plus? T'aimes plus le turbo? Est-ce vraiment pour manger que tu m'as convié à ce dîner bien discret? C'est ajouter un plaisir charnel, voluptueux, à celui de te voir. Dis-moi franchement ce que tu veux. Nous ne nous voyons jamais. Nous ne discutons pas. Pourtant, la situation l'exige. Regarde, à Sedan, Bordeaux, Lyon. Partout, les conflits se multiplient entre modérés et exagérés. Le comité de salut public intervient à chaque fois et arbitre. Et justifie la terreur par l'état de guerre. Cela porte ses fruits. Vois nos succès militaires. Le gouvernement doit voguer entre nombre d'écueils. La faiblesse et la témérité. Ou le modérantisme et l'excès. Le modérantisme est à la modération ce que l'impuissance est à la chasteté. Cela justifie que tu attaques mes amis? Je gouverne. Nous gouvernons la France. Cela ne peut se faire sans vertu. Ce qui est immoral est corrupteur et contre-révolutionnaire. Ma haine contre les traîtres est égale à mon amour pour la patrie. Et tu me comptes parmi ces traîtres? Je t'explique. Voilà tout. Mais tu sais bien qu'il se dit que tu complotes. Et tu le crois? Je te défends, l'as-tu oublié? Je n'y peux rien si on s'interroge encore sur l'argent avec lequel tu as acheté tes biens nationaux en Champagne, ou sur ta proximité avec notre général en chef Dumouriez avant qu'il ne passe aux Autrichiens. Mensonges et calomnies sont ces rumeurs, depuis le début, et tu le sais parfaitement. Cessez de fragiliser le gouvernement en demandant la libération de nos ennemis. Il est juste d'éliminer les royalistes, mais ne confonds pas l'innocent avec le coupable. Qui vous a dit qu'on ait fait périr un innocent? La France n'a plus besoin de terroriser ses citoyens pour vaincre ses ennemis. À la place, elle doit les nourrir. C'est pour cela qu'il nous faut débusquer les traîtres qui sapent la révolution. Maximilien, écoute-moi. Si tu continues avec la terreur, je ne te suivrai pas. Le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu. Le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste. Réfléchis. Rejoins-nous. Au moins, cessez d'attaquer le gouvernement. Bonsoir. Ta vertu, Robespierre, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de vertu plus solide que celle que je déploie toutes les nuits avec ma femme. Tu nous feras tous guillotiner, oui. Danton s'affirme chaque jour davantage comme le meneur des modérés. Saint-Just, le représentant aux armées et membre du comité de salut public, principal soutien de Robespierre, sa créature, disent les mauvais esprits, surnommé l'archange de la terreur, tente de convaincre son mentor d'agir contre le dérangeant tribun. Il faut arrêter Danton et ses amis. Tout de suite. Et prendre le risque de voir la Convention se retourner entièrement contre nous? Sur des rumeurs? Le comité de sûreté générale a des preuves. Calme-toi, Saint-Just. Tu oublies tout ce que Danton a apporté à la Révolution? Tes preuves n'en sont pas. Et ce n'est pas Danton le principal danger, c'est Hébert. C'est aussi Hébert. Hébert ne comprend rien à la Révolution. Pire, en nous attaquant, il la menace. Il met en jeu l'équilibre social sur lequel se fonde notre action. C'est vrai. Mais Danton aussi. Tu m'as appris la valeur de la vertu. Je crains que ton amitié pour Danton et Desmoulins ne brouille ton jugement. Pour sauver la Révolution, il faut neutraliser Hébert. Crois-moi. Sur décision du comité de salut public, Hébert et ses proches sont arrêtés le 14 mars 1794. Leur procès, qui se tient dans la foulée, est joué d'avance. Les accusés sont guillotinés 10 jours plus tard, le 24 mars. Danton et Desmoulins y voient le signe qu'il peut être mis fin à la terreur et que les événements peuvent basculer selon leur vue et en leur faveur. Français, ne vous effrayez pas de l'effervescence du premier âge de la liberté. Elle est comme un vin fort et nouveau, qui bouillonne jusqu'à ce qu'il soit purgé de toute son écume.
Il fallait ce nouveau moment pour l'anéantissement de ceux qui singeaient le patriotisme. Nous allons distinguer enfin les faux et les vrais révolutionnaires. Une fois les exagérés d'Hébert liquidés, Danton et les indulgents croient leur heure arrivée. Ils accentuent leur critique contre la terreur et la politique économique et sociale du Comité de salut public. Certains de ses membres exigent leur arrestation. Robespierre continue de gagner du temps et se contente de faire arrêter l'imprimeur du Vieux Cordelier. Furieux, Danton fixe un nouveau rendez-vous discret à Robespierre. Tu prends goût aux entretiens secrets. Pourquoi cette arrestation? Sur un autre ton, s'il te plaît. Je n'ai aucune haine envers toi. Je suis incapable de haïr. Mais tu t'isoles, Maximilien. Tu t'emmures même. Tu perds de vue la réalité du pays. Parce que l'imprimeur de ce collier de blasphème qu'est le Vieux Cordelier a été arrêté? Parce que les querelles fratricides menacent directement la République. Tu parles d'Hébert? Son sort n'a pas semblé te déranger? Arrêter le processus révolutionnaire, c'est être contre la révolution. Mais je ne veux pas l'arrêter, le processus. Je veux le sauver. Je ne cherche l'union entre les républicains que pour atteindre cet objectif. Tout ce que veut le peuple, c'est manger. Et toi, tu ne penses qu'à couper des têtes. Je conjure des périls incessants et monstrueux. Tu comprendrais peut-être si tu étais au comité. Moi, dans un comité? Je déteste les comités. Jamais je n'en ferai partie. C'est là une déclaration très audacieuse. Je ne veux pas être dictateur. Tu le sais aussi bien que moi. J'ai souvent gémi de ton extrême crédulité sur les prétendues conspirations, qui ne sont que le fruit de ton imagination, Maximilien. Oublions nos ressentiments pour ne voir que la patrie. Punissons les coupables, les chefs. Mais pardonnons à l'erreur. Tu verras que la République sera alors aimée par ceux qui s'en croient les ennemis. Avec ces principes et ta morale, on ne trouverait donc jamais de coupables à punir. En serais-tu fâché? De retour à son bureau, Robespierre convoque le Comité de salut public. Nous sommes le 30 mars 1794. Que se passe-t-il? Il faut que tu rédiges l'acte d'accusation de Danton. Avec grand plaisir. J'ai convoqué le comité dans 1 heure. Tous ses membres devront le signer. Tu reprends tous les doutes que nous avons depuis des années. La traîtrise, avec Mirabeau et Dumouriez, son enrichissement quand il était ministre de la Justice, le fait qu'il ait entraîné le peuple se faire massacrer au Champ de Mars en 91. Qu'il ait défendu Fabre d'Églantine dans l'affaire de la Compagnie des Indes, tendu la main aux traîtres girondins et pris le parti de tous les suspects. Insiste sur ce point. C'est celui-ci que jugera avant tout le tribunal du peuple. Tu as prévenu Fouquier-Tinville? Je l'ai même convoqué ici. Qui d'autre comme accusateur public? C'est le plus redoutable. Je l'ai chargé d'établir un jury et de nous rejoindre. Au fait, aucune allusion à mes déclarations aux Jacobins sur le zèle patriotique de Danton. Danton est un ennemi de la Révolution. Et il doit mourir pour cela. J'ai établi la liste de ses complices. Ils sont 15. Dont Camille. Naturellement. Ah, Fouquier-Tinville. Robespierre, je n'ai réussi à trouver que 7 jurés. Pour un traître comme Danton, il me faut des hommes dont je suis complètement sûr. On s'en contentera. Qu'ils soient 7 ou 12, l'important est qu'ils rendent la justice. Messieurs, nous allons à nouveau sauver la Révolution et la patrie. Peu de temps après, au domicile des Danton. Tu disais qu'ils n'oseraient jamais te toucher. Je les ai sous-estimés. Ils sont en train d'arrêter mes amis en pleine nuit. Et puis ce sera mon tour. Tu peux encore t'enfuir. Non. Ma petite jeunesse. Tu me vois m'enfuir? Comme un traître? Comme un coupable? Comme Louis XVI? Cette idée est répugnante. Mais s'il t'arrivait quelque chose? Tu
vas rester sagement avec les enfants. Je vais voir de quoi ils m'accusent et je vais les abattre. Allons nous mettre à l'abri, Arcy. Là, ils ne pourront rien contre toi. Louise, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Arrêté chez lui le 30 mars 1794 à 6 heures du matin, Danton comparaît le 2 avril devant le tribunal révolutionnaire présidé par Martial Herman. À ses côtés, 15 coaccusés, ses amis Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine, mais également des corrompus, des agioteurs. L'accusation revient au célèbre et redouté Fouquier-Tinville. Sa haute taille, son visage anguleux, son chapeau orné d'un plumet noir et ses sourcils sombres broussailleux, qui se confondent avec sa chevelure, lui donnent l'apparence d'un vautour. Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable. Qui tremble ici? À part toi, Fouquier-Tinville, et ceux qui t'ont chargé de cette basse besogne. Silence! Nul ne peut interrompre l'accusateur public. C'est moi qui ai fait instituer le tribunal révolutionnaire. Et j'en demande pardon. Alors, je m'y connais un peu. Silence! N'entendez-vous pas la sonnette du président du tribunal? Un homme qui défend sa vie se moque d'une sonnette et hurle. Pourvu qu'on me donne la parole, je suis sûr de confondre mes accusateurs. Face à un Danton à la hauteur de sa réputation de tribun, Fouquier-Tinville a fort à faire. Il fait d'abord traîner les débats. Puis il attaque sur le terrain financier et les manigances de la Compagnie des Indes, les transactions supposées de Danton avec Mirabeau, puis sa supposée complicité avec le traître Dumouriez l'année précédente. Danton, la Convention vous accuse d'avoir favorisé Dumouriez, d'avoir partagé ses projets liberticides, tels que faire marcher une armée sur Paris pour détruire le gouvernement républicain et rétablir la royauté. Ma voix, qui tant de fois s'est fait entendre pour la cause du peuple, rejette ces calomnies. Les lâches qui vous ont dépêché n'osent pas m'attaquer de face. Ma tête est là, sur mes épaules, et elle répond de tout. Les hommes de ma trempe sont impayables. C'est sur leur front qu'est imprimé en caractère ineffaçable le sceau de la liberté. Vous devez vous justifier des chefs d'accusation dirigés contre vous, d'une manière claire et précise. J'ai provoqué le rétablissement de la royauté? Tout le monde s'en souvient, hein. Quand je me suis opposé de toutes mes forces au voyage du tyran à Saint-Cloud, peut-être? En faisant hérisser de piques et de baïonnettes son passage? Si c'est là l'attitude d'un partisan de la royauté favorisant la tyrannie, j'avoue être coupable de ces crimes. Mais je me défends depuis des heures et j'ai la voix fatiguée. J'attends toujours que le tribunal entende les 16 députés dont j'ai sollicité le témoignage. Regarde la panique dans les regards de Fouquier et Herman. Les jurés sont désemparés. T'es en train de gagner la partie. Qu'ils fassent comparaître les témoins. Je suis épuisé. Averti par Fouquier-Tinville que Danton semble convaincre peu à peu le jury, Saint-Just et Robespierre décident d'agir. Ils inventent qu'un mouvement est sur le point de prendre d'assaut le tribunal, font voter un décret qui clôt les débats et provoque l'issue du procès. Accusée d'être l'âme de ce nouveau complot, Lucile Desmoulins est arrêtée à son tour. Privés de parole, évacués de force, les accusés écument de rage. Les derniers débats se déroulent sans eux. Guère convaincu de la culpabilité des accusés, le jury est repris en main par Fouquier-Tinville et le président Herman, qui obtiennent la condamnation à mort. La sentence est d'application immédiate, ce 5 avril 1794, place de la Révolution. Danton et Desmoulins y sont transportés dans la même charrette, la troisième et dernière de celles qui conduisent tous les condamnés. Allons, Camille. Acceptons les choses. Tu veux commencer la révolution, notre mort l'achève. C'est notre destin qui s'accomplit. Tu vois, étrangement, en ce jour, je préfère être guillotiné que guillotineur.
Quant à toi, Robespierre, tu me suis. Ta maison sera rasée. On y sèmera du sel. Bourreau, tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. « 1794, la chute de Danton » de Jean-Baptiste Sabiani, avec Georges Danton, Clément Aubert, Louise Danton, Louise Horry Diquero, Camille Desmoulins, Bartholomew Boutelis, Robespierre, Damien Gouy, Saint-Just, Thomas Rortet, Fouquier-Tinville, François Kergoulet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Mathieu Tourin et Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Cédric Ossire. Guillaume Mazot, pour quelle raison Robespierre a-t-il fait arrêter et condamner à mort Danton ? Est-ce que c'est une rivalité d'hommes pour le pouvoir ou est-ce que Danton, aux yeux de Robespierre, représentait vraiment un danger pour la Révolution ? Alors, Danton est arrêté, et pas seulement lui, aussi ses soutiens politiques, parce que, oui, il représente, aux yeux d'une partie des montagnards, incarné notamment par Robespierre, pas seulement lui, il représente un danger parce que il est prêt, il fait partie de ceux qui disent que les régimes d'exception, les mesures d'exception, c'est-à-dire toutes les mesures dérogatoires au droit commun, ce pourquoi se battaient normalement les révolutionnaires depuis 89, vont trop loin, ont duré trop longtemps et ne sont plus nécessaires au maintien de l'ordre et à la survie de la République. Robespierre est pas d'accord, mais Robespierre et Collot d'Herbois et ceux qu'on appellera plus tard les robespierristes. Voilà, en fait, ils sont nombreux. On voit Saint-Just dans la fiction. Bien sûr, En fait, ils sont pas d'accord. Eux, ils pensent que la guerre civile est encore très très forte, la menace de la guerre est très très forte, que les royalistes ne demandent qu'une chose, c'est de reprendre le pouvoir. Et ils pensent qu'il faut encore que ça dure plus longtemps. C'est-à-dire que la répression dure plus longtemps, que la suspension de la Constitution, parce qu'elle est suspendue, dure encore plus longtemps. Donc c'est des vrais choix politiques en fait. Mais est-ce qu'il y a une majorité qui peut décider finalement? S'il y a une opposition qui n'est pas majoritaire, en quoi Danton est-il un risque? En fait, faut pas oublier que cette période-là, c'est une période très fragile où on reconstruit les choses de manière un peu trop évidente. Maintenant, c'est une période très fragile de guerre civile où même à la Convention, les équilibres peuvent basculer en une seconde. La crise économique aussi. La crise économique, le peuple, là, c'est une période d'inflation. L'inflation remonte en hiver, donc c'est des périodes toujours très très compliquées. Le contact avec les classes populaires est très fragile, et Robespierre ne l'a pas beaucoup d'ailleurs, beaucoup moins que Danton, qui lui venait de la commune insurrectionnelle de Paris, un peu plus proche. Populaire. Voilà, beaucoup plus populaire, et puis surtout, faut pas oublier que ces hommes-là, ils ont une très mauvaise connaissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion publique. Ils savent pas trop, en fait. Et donc, en fait, c'est des calculs politiques qu'on réduit souvent d'ailleurs à des luttes d'hommes, ou de factions, comme on les appelle aujourd'hui, comme si c'était impur pour une révolution qui, justement, voulait changer le monde au nom du bien commun, de se battre politiquement, alors qu'en fait, ils font ce qu'ils font dans une assemblée, ils se battent politiquement. Mais en fait, il y a des vrais enjeux de contrôle du centre politique. Comment est-ce qu'on va faire survivre la République dans cette période de guerre civile, de guerre et de régime d'exception le mieux possible? C'est simplement un combat là-dessus. Oui, c'est ça. Chacun prétend vouloir sauver la Révolution. Exactement. En fait, alors, il y a toujours le débat, est-ce qu'ils défendent plutôt des principes ou plutôt leur intérêt personnel ou... Oui. En fait, c'est un peu les deux. C'est pas exclusif. Il faut peut-être enlever nos catégories morales pour essayer de comprendre comment eux-mêmes étaient très pragmatiques. Robespierre, d'ailleurs, et Danton n'étaient pas si différents que ça en la matière. On les oppose beaucoup. Oui, parce que Danton, il a quand même accepté la terreur. Non seulement il l'a accepté, mais c'est un des protagonistes. Le 10 mars 1793, c'est un de ceux qui justifie la mise en place d'un tribunal criminel révolutionnaire, ce qu'on appelle le tribunal révolutionnaire, en disant justement il faut la terreur pour dispenser au peuple d'être violent, en gros. Donc c'est un des principaux architectes de la terreur, en tout cas de ces mesures d'exception qui graduellement sont mises en place pour sauver la République. Et qui vont se retourner sur lui. Voilà, mais comme Robespierre, je veux dire là pour le coup, ils sont pas si différents que ça.
C'est fou quand même, parce que Danton est un ami vraiment de Robespierre. Quand la femme de Danton est morte, Robespierre lui a dit « Je suis ton ami, je t'aime jusqu'à la mort ». C'est des mots aujourd'hui on ne prononcerait peut-être pas comme ça, mais c'est quand même très très fort. Alors on a du mal à comprendre ça, rétrospectivement. Comment est-ce que des gens qui pouvaient professer l'amitié et vivre l'amitié ont pu finalement s'éliminer. Au nom de la vertu. Ou se faire éliminer au nom de la vertu. C'est aussi parce qu'on a oublié ce que ça voulait dire une grande crise politique comme ça, qu'une révolution. C'est-à-dire que ces gens qui professaient l'amitié comme une vertu politique, c'était pas seulement psychologique ou affectif, l'amitié, c'était une manière de défendre des relations d'égalité horizontale. Reconstruire la cité aussi sur des affects, une affection. Et en même temps, ça rentrait en conflit, évidemment, avec ce qu'ils estimaient être le bien public et le fait de changer le monde, et surtout que le despotisme ne revienne pas ou que la monarchie absolue ne revienne pas. Et en fait, ils étaient, Robespierre comme Danton, mais comme plein d'autres, englués dans leurs contradictions. Alors, il y a des historiennes qui ont travaillé là-dessus, beaucoup, ou des historiens récemment, et on essaye de penser maintenant ce qu'on a longtemps interprété comme des trahisons, à travers des catégories un peu morales, comme des gens qui sont finalement impliqués dans une révolution, qui les rattrape, qui va toujours beaucoup plus vite qu'eux, et dans lesquels ils doivent prendre des décisions contradictoires, avec ce qu'ils avaient été ou ce qu'ils sont. Danton et Camille Desmoulins ont sans doute vécu leur condamnation à mort, décidée quand même par Robespierre, pas vraiment par le juge. Ils l'ont quand même vécu, j'imagine, comme une trahison. Alors, d'abord, c'est pas Robespierre tout seul. Alors, on focalise beaucoup dans notre imaginaire la Révolution sur Robespierre, sur Danton. Robespierre, il faisait partie du Comité de salut public. De plus en plus, en fait, on se rend compte qu'il était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Robespierre, oui, c'est toujours la figure qui revient. Il était un des membres du Comité de salut public, donc c'est un groupe de 11 députés qui étaient élus par la Convention nationale, surveillés par la Convention nationale et qui prenaient les principales décisions. Robespierre était un des hommes forts, sans conteste, du comité, mais c'était un des hommes forts du comité. Il y en a d'autres qui étaient peut-être même plus puissants, Barrère par exemple. Donc ça, c'est vraiment une création un peu rétrospective. Robespierre décide. Alors Danton, est-ce qu'il a vécu ça comme une trahison ? Je pense pas tellement en réalité. Il savait le jeu qu'il jouait. Lui jouait ce jeu-là aussi, un jeu politique dont il connaissait les règles, dont il connaissait les risques, et il savait qu'il avait perdu en tout cas, oui. Qu'est-ce qui va se passer après donc la mort de Danton et de Camille Desmoulins, donc parmi d'autres exécutés ce jour-là? C'est le début de la Grande Terreur. Alors après la mort de Danton, donc c'est vraiment les mois d'avril, mai, juin 94. Paradoxalement, Robespierre se retrouve un petit peu en focale, puisque parmi le grand trio Marat, Danton et Robespierre, qui avaient un peu construit les républicains modérés, comme vraiment les plus radicaux, les hommes à abattre, effectivement, donc les montagnards qui sont autour de Robespierre essayent de continuer les mesures d'exception, de faire survivre la République dans une période très tourmentée. Et puis, en accélérant le tribunal révolutionnaire, en accélérant la répression, paradoxalement aussi en instituant par la religion, une sorte de religion civique avec le culte de l'être suprême. Ils essayent de rassembler un peu les Français aussi, paradoxalement. Ça n'a pas été un grand succès, mais quand même. Et Robespierre va se retrouver lui aussi piégé, pris à son propre piège en quelque sorte, puisqu'il va attirer tous les regards. Voilà, le 28 juillet 1794, donc moins de 4 mois après la mort de Danton, lui-même et Robespierre est guillotiné à son tour. Donc depuis 200 ans, les Français se déchirent pour ou contre Robespierre, Danton. Deux hommes en apparence que tout oppose déjà physiquement. Enfin, il y a un peu une imagerie autour, peut-être un peu caricaturale. Danton, c'est l'homme sanguin, c'est l'homme qui aime les femmes, qui aime bien vivre, qui aime la nourriture, un grand orateur, alors que Robespierre, lui, c'est l'incorruptible, idéologue, petit, maigre, la voix fluette et sèche. Est-ce que tout ça, c'est une réalité au-delà des clichés? Alors ça s'est largement construit à la fois pendant la Révolution, par les ennemis de Danton et Robespierre, la plupart du temps, ces images-là. Ça s'est ensuite construit après l'exécution de Robespierre, et puis dans le 19e siècle, c'est-à-dire, il y a deux modèles de masculinité qui s'opposent. Et puis ces deux modèles de la Révolution et de la République, celui de Danton, une République qui serait plutôt modérée, plus martiale aussi, et une république plus radicale, qui plaira beaucoup plus aux socialistes, aux communistes, qui se reconnaissent dans l'héritage de Robespierre. En vrai, ils étaient beaucoup moins séparés, beaucoup moins opposés que cela. Ça fait aussi partie de leur imagerie. Qu'est-ce que notre République française doit à Danton, au final ?
un vrai héritage sur qu'est-ce que c'est les limites de l'état d'exception. Et ça, c'est dans notre histoire très longue. Une république qui défend des droits, qui a la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dans son préambule, dans le préambule de la Constitution, etc., qui a donc des principes et des valeurs, et qui en même temps, à quelle limite on assigne à la suspension des lois ordinaires. On peut faire des compromis. En période de troubles. Exactement. Quel est le rôle aussi de la guerre, durablement, dans la République et dans l'histoire de la République, puisque Danton, il a porté ce rôle de la guerre. Pour ça, d'ailleurs, qu'il est très aimé à la fin du 19e siècle, après la défaite contre la Prusse, etc. Il incarne une forme de République à la fois attentive aux classes populaires et aux droits sociaux, mais aussi, en fait, à la restriction, justement, de l'état d'exception. Tout en incarnant quand même des contradictions fortes, puisque c'est un des artisans de la terreur, on l'oublie souvent, mais il faut aussi le rappeler. C'est un homme qui est un peu englué dans ses contradictions de révolutionnaire. Merci beaucoup Guillaume Mazot de nous avoir rappelé cette histoire complexe. Alors de vous, je conseille la lecture de Histoire dans la collection Le mot est faible chez Anna Mosa en 2020 et puis Notre Révolution dans la collection L'histoire dessinée de la France avec des dessins de Matt Dunhill aux éditions La Découverte et la revue dessinée également, je signale, à propos de Danton, un livre de Michel Biard et Hervé Lewers, Danton, le mythe et l'histoire, édité chez Armand Collin en 2016. Dans le tumulte de la Révolution française. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 10, 1799, un espion chez les Chouans, qui évoquera la guerre civile en Bretagne.